Bonjour à tous et bienvenue dans le hors-série du podcast des entrepreneurs d'outre-mer, Ça part en live. Mon nom est Clément Marianne et avec mes acolytes Franck Poiron, Mathilde Fraisse et Julien Collet, on vous emmène à la rencontre des experts d'outre-mer. On vous propose d'avoir des réponses concrètes et en direct sur les sujets clés de l'entrepreneuriat grâce à l'intervention d'experts qui viendront répondre à toutes nos questions. Et surtout, vos questions. Nous échangerons avec eux sur les éléments à bien maîtriser comme le statut juridique, les financements ou encore la comptabilité lorsque l'on veut entreprendre dans les DOM. Si vous appréciez le podcast, pensez bien à liker, à vous abonner, à nous laisser une note et un commentaire. Ça nous aide à promouvoir l'entrepreneuriat dans les Outre-mer et à donner un coup de pouce à ceux et celles qui veulent se lancer. Allez, sans plus attendre, ça part en live. Salut tout le monde, je suis hyper ravi d'être là aujourd'hui. Salut Clément, salut Yann. Salut. Donc super ravi pour ce premier live avec Makers et le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Donc l'idée en fait, comme vous avez peut-être pu le voir avec notre dernier post, l'idée c'est d'aller chercher des experts donc comme Yann sur différents sujets où les entrepreneurs peuvent se poser des questions au départ quand ils se lancent. Des questions auxquelles ils connaissent pas les réponses, ils ont peur de se tromper et ils peuvent perdre énormément de temps et aussi de l'argent. Donc, c'est vraiment l'idée donc d'être confronté à ça aujourd'hui pendant 30 minutes avec Yann pour pouvoir répondre à toutes vos questions et démystifier tout ça. Donc, c'est parti et je te donne la parole, Yann. Tu peux justement te présenter et commencer à nous présenter aussi ton entreprise. Je te remercie, Julien. Bonjour à tous. Alors moi, je suis super heureux là, d'être présent pour parler d'un sujet qui me passionne. Ceux qui me connaissent savent que c'est vraiment ancré en moi, la question des ressources humaines et du recrutement. Alors pour me présenter, je ne vais pas être trop long. Certains diront que je suis le fruit du hasard. Je ne crois pas au hasard, donc je suis plutôt le résultat de rencontres qui m'ont amené dans mon parcours à faire aussi bien de la création d'entreprises et du financement de développement d'activités que de l'intérim. J'ai eu une parenthèse exaltante dans la formation professionnelle, dans l'insertion et dans le recrutement. Et en fait, ce parcours-là, il m'a amené à comprendre trois choses. La première, c'est que c'est mes compétences personnelles qui m'ont permis de progresser, d'évoluer et d'avoir des nouveaux challenges et d'avoir aussi la confiance de dirigeants et de mes boss qui m'ont proposé des beaux challenges. Le deuxième élément, c'est que la question du réseau et la question des rencontres humaines, elle est fondamentale, que ce soit dans le business, dans notre parcours. On se construit de ça. La troisième chose, c'est que globalement, ce qui est important quand on fait du job et quand on intègre une équipe, c'est la qualité de l'organisation, la qualité de l'équipe, la possibilité de progresser et d'évoluer. Et on dit toujours être à la bonne place. Alors oui, il faut être à la bonne place, il faut aussi être au bon endroit avec les bonnes personnes. Et ça, c'est ce qui a structuré mon parcours et ce qui m'a amené, du fait de rencontres, du fait de partage avec des mentors, à vouloir développer ma boîte et à développer ma boîte dans ce que je sais faire et ce que j'aime faire, qui sont les ressources humaines et le recrutement. Donc, mon job, c'est d'aider mes partenaires à avoir la meilleure équipe, à avoir la meilleure team pour atteindre leurs objectifs et construire leur ambition. Et pour ça, il fallait, à mon sens, avoir une approche un peu différente, une approche innovante, parce qu'on est au début de grandes transformations dans le recrutement, dans la gestion des RH. On va en parler tout au long de ce live. Et c'est un peu l'ambition que j'ai, moi, sur l'INSET, c'est d'être agile, m'adapter aux besoins, innovant. Et je suis très heureux de le faire depuis le début de l'année. Ouais. Super. En tout cas, ça me parle énormément. Enfin, la phrase où tu as dit aider mes partenaires à construire la meilleure team. Je pense que c'est exactement ce qu'on veut faire quand on parle de recrutement. Donc, c'est exactement ce que les entrepreneurs en tout cas recherchent. Et oui, petite précision que j'ai oublié de dire au tout début, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Donc, on va vraiment les prendre une par une, s'il y en a. Je peux te laisser la parole du coup, Clément. Peut-être que tu as déjà une première question pour Yann. Et après, on a une petite liste de questions nous aussi, donc on pourra enchaîner. Ouais, carrément. Déjà, bonjour à tous et merci merci à ceux qui nous suivent. J'en profite aussi pour faire un petit coucou à Franck qui est en coulisses et qui va relayer un peu toutes les questions. Donc, il est bien connecté depuis les Antilles. Il est 2 heures du matin. Donc, merci et force à toi. Merci, Franck. Ouais.
peut-être première question, et c'est voilà, un des sujets qui nous a amené à aborder cette thématique des ressources humaines avec toi, Yann. On le sait, hein, la team, c'est important, tu l'as redit. Mais quand on est une startup, on n'a pas forcément toujours de gros moyens. On sait que recruter des gens, ça coûte de l'argent, et c'est une décision qui ne se prend pas à la légère. Ce qui m'amène à cette première question, c'est pour toi, quel est le bon moment pour se dire, OK, là, j'ai besoin de recruter quelqu'un et je dois prendre cette décision. S'il y a voilà, quelques tips que tu peux nous donner sur ce sujet. Alors, si tu me permets, Clément, je vais répondre par la question inverse. Quand est-ce que c'est pas le bon moment? Ça va permettre après d'apporter les éléments. Un recrutement, c'est central. Je considère qu'on est aujourd'hui dans des économies, dans des tissus économiques où l'élément de différenciation, ça va être la qualité de tes équipes. On a tous des idées, on a tous des beaux produits, on peut avoir des beaux produits, on peut avoir des beaux process, etc. Mais je prends l'exemple d'un restaurateur. Si tu as, alors j'adore les restaurants, c'est pour ça que je prends cet exemple-là, hein, mais tu peux avoir le meilleur chef. Le gars, il peut sourcer les meilleurs produits pour faire les plats de meilleure qualité. Si tu vas au resto et que tu n'as pas la bonne expérience client parce que tu as une équipe qui n'est pas au niveau, eh ben, la qualité des plats et la qualité des produits, tu auras une appréciation négative là-dessus et tu n'y retourneras pas. Et malgré que ça soit le meilleur boss, malgré que ça soit le plus talentueux, le plus créatif, avec les meilleurs produits, c'est l'exécution qui fait la différence, qui va faire la différence. Et c'est pour ça que le premier recrutement ou les recrutements dans différentes phases de l'entreprise, ils sont centraux. Alors tu me disais, oui, parfois on n'a pas trop de moyens. On peut faire des choses en y consacrant de l'énergie. Ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas seulement une question de moyens financiers. Alors, quand est-ce qu'il ne faut pas recruter? Il ne faut pas recruter quand on a besoin de recruter déjà. Parce que quand tu as besoin de recruter, que tu es dans l'urgence et la pression du recrutement, là, tu as un cocktail qui est assez détonnant et qui peut t'amener à faire des mauvais choix ou des choix par défaut. Combien de fois je vois mes clients qui me disent, bon, écoute, fallait vraiment qu'on trouve quelqu'un, on n'est pas convaincu, mais on va le tenter, et c'est un peu le coup de poker. Quand tu lances une pièce en l'air et que tu t'espères qu'elle tombe sur la tranche, c'est un pari que je ne prends pas, moi. La deuxième chose aussi, c'est que je vois souvent, c'est on est full, je vais recruter pour soulager. Et là, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est de faire un recrutement 1 + 1 = 1,5, si tout se passe bien, quoi. Et je crois que l'enjeu, c'est plutôt de faire un recrutement qui fasse 1 + 1 = 3. Donc, si c'est parce que tu es full, bien sûr que dans une entreprise, tu as des moments de tension, de développement, d'accélération. Et bien sûr qu'à un moment donné, il va falloir que tu mettes des ressources. Mais si tu n'as pas repensé ton organisation, tes process en amont, et que ta première réponse, c'est « il faut que je mette de la ressource », là, il y a un risque, effectivement, qu'il n'y ait pas un niveau de performance qui soit en adéquation avec la stratégie de l'entreprise. Alors, quand est-ce que c'est le bon moment? C'est le bon moment si c'est en lien avec ta stratégie. C'est-à-dire que quand tu définis tes steps de développement, il faut que tu définisses tes steps avec des moments de déclenchement de recrutement. C'est-à-dire que j'ai des paliers, je sais où je vais. Dès que j'approche le palier, je mets en œuvre le process de recrutement, et c'est là que tu pourras avoir un recrutement de qualité quand tu anticipes. Le dernier point aussi, le dernier écueil qu'on trouve souvent, c'est quand on se retrouve à poil, quand on a le départ d'un collaborateur, parce qu'on ne l'a pas anticipé. Alors, oui, on peut recruter en externe, bien sûr, mais on peut aussi organiser, structurer les choses pour faire du recrutement interne ou de l'évolution ou de la promotion interne. Et ça, c'est un enjeu au long cours de la stratégie RH. Ok. En gros, pour résumer un petit peu, mais en tout cas, ce que je comprends, c'est plus tu anticipes, mieux c'est déjà. En tout cas, de ne pas le prendre les choses dans l'urgence et au dernier moment. Enfin, effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'on n'anticipe pas suffisamment souvent quand on est entrepreneur. Enfin, qu'on voit plus arriver comme quelque chose de, il faut le faire, quoi, parce que là, comme tu dis, on est soit sous l'eau, soit c'est dans l'urgence, mais hyper intéressant. Juste pour compléter, Julien, si tu veux, c'est quand on est tous entrepreneurs, on construit des feuilles de route, on construit des budgets, on a des ambitions avec des étapes, tu vois.
Il faut prendre juste le soin de faire un petit focus sur les ressources humaines, les ressources de travail, les ressources de prod en corrélation avec ça et se mettre des étapes. Et quand tu vas faire ton suivi de développement business, eh ben, tu sauras de manière claire, bon, bah là, il faut que je commence à anticiper parce qu'on atteint le premier palier. Il va falloir que je mette de la ressource complémentaire dessus. Et ça te permet de ne pas le faire dans l'urgence et ni de le faire sous contrainte. Un recrutement, ça doit être un choix, tu vois. C'est une rencontre, c'est un choix. Donc, plus tu crées les conditions favorables à faire le choix le plus éclairé, mieux ça se passe, quoi. Totalement d'accord avec toi. Ok, du coup, alors prochaine question, comme ça on passe sur les autres aussi, mais moi une des questions que je me posais aussi à chaque fois au premier recrutement, c'est de savoir en fait quel est le type de profil qu'on doit recruter. Est-ce qu'il faut plus partir justement sur un profil plus junior, voire stagiaire, enfin voilà, une personne qui va prendre ce rôle-là, ou est-ce qu'il faut vraiment plus aller sur une personne qui est, comme on dit, à chaque fois meilleur que nous, senior, maîtrise son sujet pour qu'on aille justement plus vite, qu'on n'a pas besoin enfin, on prend moins de temps pour aller former, etc. etc. Ouais. Pour moi, alors un recrutement, que ce soit le premier ou d'autres, en fonction du moment où il se présente, il y a 4 éléments déterminants. Le premier, c'est de considérer en fait l'équipe comme une équipe de foot ou un orchestre. Tu vois. C'est-à-dire qu'on a tous, alors si je prends la métaphore du groupe, alors du groupe de rock, de Maloya ou un orchestre philharmonique, on a tous une partition à jouer. Ça, c'est le chef d'entreprise qui définit la partition. Tu vois. Mais dedans, on va tous avoir des rôles différents. Tu vas avoir celui qui va faire la rythmique, celui qui va faire la mélodie, le soliste, etc. Et ça, c'est important que tu sois au clair là-dessus. C'est-à-dire pourquoi je recrute et quel type de compétences il me faut. Ça, c'est un premier élément déterminant. Le deuxième élément déterminant, c'est à quel stade tu es. C'est-à-dire que à quel stade ton entreprise est. Si tu es en train de pénétrer le marché, si tu es en train d'accélérer, il te faut des profils qui soient des bêtes d'exécution. Parce que la stratégie, c'est toi c'est la tienne. Tu portes le projet, tu prends des risques là-dessus. Et là, tu es en phase d'accélération. Donc, il faut des profils hyper opérationnels, très pragmatiques, alors qui sont tout l'inverse de moi, par exemple. Moi, je suis très analytique, très stratégique. Donc, tu vois, c'est trouver aussi son complément. Et ça, c'est important. Donc, tu as des phases différentes. Donc, l'entrée sur le marché, la phase d'accélération. Quand tu atteins ton rythme de croisière, tu vas plutôt être sur des profils qui maîtrisent le métier, qui vont être en gestion du métier pour l'optimiser. À un moment donné, tu vas être dans une phase d'innovation. Là, tu vas chercher des profils plus créatifs. Tu peux vivre des phases de retournement ou de difficulté. Là, il va falloir que tu aies des profils de guerriers et de combattants. Donc ça, c'est important aussi de définir à quel stade tu es. Le troisième élément important, c'est quel est ton budget. Et ça, c'est que ce soit le budget que tu alloues dans le recrutement ou le salaire que tu es en mesure de proposer. Ça va avoir une indication assez forte sur quel type de profil tu vas aller chercher. Si aujourd'hui, tu es en phase d'accélération, mais que tu sais que tu as un budget de salaire qui est assez, qui n'est pas en corrélation avec les compétences, il faut toujours que tu ajustes. Tu vois. Et aussi, tu as une notion de cash. Le salaire, ça nécessite beaucoup de cash. Donc, quel est ton cash disponible pour atteindre tes objectifs? Voilà. Donc, si tu veux, pour moi, c'est ces 3 éléments qui vont vraiment donner une indication précise sur le type de profil qu'il te faut. C'est comment je construis mon équipe, quel est le stade de mon entreprise et quel est mon budget et le salaire que je suis en mesure de proposer. Ok. D'accord, je comprends totalement. Et en parlant justement de talent, de profil, avant même de recruter, mais comment tu fais pour plutôt attirer ces profils, ces talents aujourd'hui, une fois que tu as déterminé justement, que tu as justement équilibré tous ces éléments dont tu nous as dit, tous ces 3 points-là, comment tu passes à l'action? Enfin, en clair, aujourd'hui, franchement, faire une fiche de profil et la publier sur un job board, c'est quelque chose, enfin, on sait faire, une personne sait le faire, mais comment en fait tu vas plus loin, comment tu te différencies par rapport aux autres boîtes, comment tu arrives sur un marché en fait des fois concurrentiel ou pas, à la Réunion par exemple, etc. Le côté géographique. Comment toi quels sont les éléments en tout cas que tu peux nous dire pour aller justement attirer des talents?
Alors, pour attirer les meilleurs talents, en fonction, alors, je suis toujours un peu gêné de dire le meilleur talent, tu vois, c'est le meilleur talent de manière très spécifique dans ton entreprise, Ouais, Julien, dans le stade de maturité que tu as. Et quelqu'un peut être très bon chez toi et moins bon dans une autre boîte et inversement. Donc, c'est toujours c'est le vrai, c'est meilleur vrai, c'est vrai. talent en fonction de toi. Euh, il y a 5 questions importantes à se poser avant de lancer le recrutement. C'est pourquoi tu recrutes. Alors là, j'ai un peu évoqué le point. C'est quel profil je recrute. Tu vois, alors au-delà de senior, junior, c'est en termes de compétences, de connaissances, d'appétence, de personnalité. Ça, il faut vraiment que tu sois et de mission. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois assez clair sur OK, qu'est-ce qu'il me faut. À partir du moment où tu as ton profil type, eh ben, c'est de te poser 3 secondes à te dire: «Ils sont où? Où sont-ils?» Si Hmm. tu ne sais pas où sont tes profils types, c'est compliqué. Aujourd'hui, si tu veux, alors je prends un exemple un peu, en grossissant les traits, mais si tu veux des très bons manœuvres VRD, je ne suis pas sûr que ta stratégie d'acquisition soit sur LinkedIn. C'est des trucs, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est important, tu vois? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc pourquoi, quel profil, quel est mon profil type, où je peux capter ce profil type et après c'est de se poser en disant: «OK, c'est quoi mon process de recrutement?» Et ça, il faut vraiment le faire en amont de ta stratégie d'acquisition, quelle que soit ta notoriété, quelle que soit, ta taille d'entreprise, quel que soit, le moment où tu lances ton recrutement. Après, oui, le premier truc quand tu définis ta stratégie d'acquisition, c'est tu sais ce que tu cherches, fais savoir que tu cherches. Donc là, tu as effectivement les job boards, les outils digitaux qui ont enlevé beaucoup de barrières dans la Hmm. possibilité d'acquérir des talents. L'autre levier, c'est le réseau. Il ne faut pas minimiser le réseau. En ce qui me concerne, je suis moi sur l'INSET dans des stratégies d'acquisition qui sont soit de l'approche directe, soit de la cooptation, soit de la mise en relation. Tu vois. Hmm. Et ça, sur un marché à La Réunion où on se connaît tous, tu vois, par petits pas, tu vas pouvoir accéder à des talents que tu n'aurais pas eu, quoi. Donc le réseau de partenaires aussi, qu'il ne faut pas minimiser. Alors, tu as l'APEC, Pôle emploi, faire savoir que tu cherches, ça c'est important. Et là, tu vois, ces éléments-là, que tu sois jeune entreprise en lancement, sans notoriété apparente ou sans forte notoriété, tu peux le lancer, ça. Et le dernier point, parce qu'il faut quand même que je prêche pour ma paroisse, c'est de s'appuyer sur des, non, mais c'est de s'appuyer sur des gens qui font ça tous les jours. Tu vois, parce que des professionnels du recrutement, parce qu'on connaît le marché, parce qu'on travaille au quotidien, parce qu'on est en mesure de faire des connexions qui sont tout à fait pertinentes et adaptées. Et il ne faut pas penser que c'est inaccessible pour des entreprises. Il faut garder en tête, à mon sens, et ça, je pense que s'il y a un message à faire passer, c'est celui-là, c'est qu'il ne faut pas attendre que les gens viennent à soi. Surtout dans le contexte qu'on est en train de vivre, il ne faut pas attendre que le meilleur candidat va pousser la porte, Inch'Allah, et sans rien faire, tu vois. En fait, je suis toujours un peu étonné de l'effort et de l'intensité qu'on peut mettre à aller chercher des clients. Tu vois, on a des process, on a tu vois, des dashboards, on a tout ce qu'il faut. Et quand on veut aller chercher le bon collaborateur, bah là, c'est un peu le no man's land ou le désert, quoi. Voilà. Non, Mais c'est la c'est même stratégie. Si tu veux, ouais. c'est la même stratégie. Et tu peux être malin sans consommer beaucoup de numéraire, sans consommer un budget de fou. Tu peux être vraiment malin avec des leviers simples, ton réseau, les partenaires, une communication à LinkedIn sur certains profils, une communication sur d'autres réseaux sociaux si tu cherches d'autres profils, des partenaires, des professionnels, quoi. Non, c'est vrai. Enfin, c'est exactement ce que j'allais dire, justement, et t'as pris la parole là-dessus, mais c'est la parfaite analogie. En gros, c'est bah, ce qu'on fait déjà pour nos clients, en fait, définir le client cible, définir ensuite le bon canal pour aller chercher ce client-là, et ne pas attendre que le client vienne à nous pour dire, ah, j'ai besoin de ton produit ou de ton service, mais vraiment aller
aller le chercher, quoi, en fait. Et comme tu dis, on a tous ces process-là bien des fois ficelés pour son business. Et à Mm. côté de ça, quand il s'agit de recruter, en fait, on se sent un peu démuni, quoi, alors que... Ouais, non, mais deux choses là-dessus. La première, moi, je suis, mais parce que c'est mon métier, mais je suis toujours étonné tu vois, du budget qu'on peut allouer à de la stratégie d'acquisition de clients. Et quand on me sollicite et que je dis, bah voilà, pour travailler sur ce type de profil, c'est tel budget, on me dit, mais non, c'est pas possible. Bon, après, voilà, si tu n'as pas l'équipe pour faire tourner la boîte et satisfaire tes clients, c'est complexe. La deuxième chose, c'est un peu la légende urbaine. Alors, je n'ai jamais su si cette histoire était vraie, mais tu sais l'histoire du conseil d'administration d'une entreprise du CAC 40 où on a mis une chaise vide en disant tiens, ça, c'est la chaise du client, il faut qu'on discute du client. Ouais, ça, c'était les années 2010-2020, l'expérience client. Et aujourd'hui, eh ben, on rajoute une chaise du collaborateur et de l'équipe. Et en se disant, c'est la jonction des deux qui va faire notre performance, quoi. Moi, tu l'as dit, hein, il y a une parfaite analogie entre la vente et le recrutement, et en fait, toutes les pratiques sont très, très proches. Du coup, tu nous as beaucoup parlé d'approches qu'on pourrait qualifier d'outbound, donc de prospection, d'aller chasser, etc., qu'on retrouve dans la vente, d'aller vraiment faire de la prise de contact direct. Est-ce qu'il y a aussi un équivalent dans le recrutement de l'inbound, où là, on va peut-être distiller de manière plus régulière, mais moins directe, du contenu qui va permettre peut-être d'éveiller les candidats potentiels sur le fait que ton entreprise existe, voilà ce qu'elle fait, et que demain, tu pourras activer pour aller recruter. Du coup, de manière très concrète, ma question, c'est est-ce que, typiquement, quand tu sais que tu vas recruter à un moment donné, est-ce qu'il y a une stratégie peut-être autour de l'awareness, donc faire connaître ton entreprise? Et la deuxième question qui me vient directement avec ça, c'est à quel moment peut-être tu peux pousser une offre d'emploi? Et est-ce que c'est une bonne pratique de laisser peut-être tout le temps une offre d'emploi ouverte pour avoir des gens qui répondent, même si tu n'as pas forcément de besoin immédiat, mais pour aller, tu vois, tendre la perche à potentiellement des profils. Voilà. Qu'est-ce que tu penses un peu, toi, de tout ça? J'ai fait l'analogie client-collaborateur. Donc, on peut la pousser effectivement sur la stratégie outbound, inbound, clairement. Mais pour moi, la stratégie inbound, si tu veux, c'est valoriser ton entreprise, c'est valoriser ta marque, c'est valoriser ta vision, c'est partager tes valeurs. Et ça, c'est important pour le bon match, tu vois. C'est-à-dire que le jour où tu vas exprimer un besoin, bah tiens, on est en train de se développer, on va chercher ce type de profil-là, les gens s'orienteront vers toi parce qu'ils te connaissent. Et tu auras quelque part des propositions de collaboration de grande qualité dans ton entrant, quoi. Donc ça, c'est important. C'est important, mais je dirais, il faut le faire naturellement. Oui. Faut pas, parfois, moi, je constate des gros efforts sur la marque employeur, tu vois, sur un temps court, parce qu'on sait qu'on va avoir une grosse opération, et puis après, plus rien, tu vois. Ouais, faut pas se l'imposer. Enfin, voilà, je prêche un convaincu, je pense, mais si tu as des choses à partager et que tu as envie de partager et que tu veux valoriser ta boîte et tes engagements, ça aura de l'effet. Ta deuxième question sur à quel moment je peux pousser ou est-ce que c'est opportun, pertinent, adéquat de pousser? Bien sûr, si tu as un besoin de staffer tes équipes parce que tu es en développement, faut passer le message, mais tu peux le passer sur les réseaux, tu peux le passer avec des anciens collaborateurs, tu peux le passer avec des partenaires, parce que ça va te permettre, voilà, aussi dans cette vision d'attirer le maximum de bons talents par rapport à ton entreprise, pardon, ça sera un vrai levier. Et ta troisième question, c'était? C'était sur l'offre d'emploi. En fait, tu vois, moi, dans mes anciennes boîtes, par exemple,
qui étaient des cabinets de conseil. Donc, en fait, ça recrutait tout le temps en réalité. Il y avait toujours, tu vois, une offre d'emploi ouverte sur des sujets Oui. qu'on savait qui étaient récurrents. La question, c'est est-ce que voilà, ça vaut le coup de faire ça quand tu sais à peu près les profils que tu vas recruter, peut-être dans 6 à 8 mois, on va dire. Est-ce qu'il faut le faire maintenant ou est-ce qu'il faut le faire quand tu as réellement le besoin en instant T, tu vois? Le recrutement, pour moi, parce que c'est tous les jours. C'est tous les jours. Alors, surtout dans les métiers, les métiers comme les vôtres et l'expérience que tu évoquais, si tu veux, tu as des phases tellement longues d'acquisition de clients pour signer le contrat qu'une fois que tu signes le contrat, il faut que tu mettes des ressources dessus et il faut peut-être que tu trouves 2, 3, 4, 5, 15 personnes d'un coup. Donc, si tu veux, dans ce moment-là, si tu n'as pas une stratégie quotidienne de rencontrer des gens, ça sera compliqué. Et je reviens sur le point, il y a rien de pire de recruter quand tu as besoin de recruter parce que là, tu vois, tu vas être en tension et tu feras pas les meilleurs choix, quoi. Ouais, carrément. On a quelques réactions là en Oui. commentaire et une question qui est arrivée. Déjà une petite réaction de Boris là qui dit qu'il est d'accord avec toi sur le naturel dans l'inbound. Rien de pire que de fausser une culture. Le différentiel perçu par la suite cause plus d'effets négatifs que positifs. Et on avait une C'est clair. question de Grégory. Bonjour, je souhaiterais savoir si l'INSET a un site dédié aux job opportunités ou bien il s'agit essentiellement de cooptation. Alors, je ne peux qu'appuyer le propos de Boris déjà sur le commentaire de Grégory. Comment nous, on travaille sur l'INSET? On est, alors je le disais, notre job, c'est d'aider nos clients partenaires à construire la meilleure équipe. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de bosser sur 3 types de besoins. Ça va être le besoin, je galère à recruter depuis plusieurs semaines. Là, ça nous intéresse, et moi, ça m'intéresse particulièrement d'être challengé là-dessus, parce que ça veut dire qu'en définition de poste, en stratégie de sourcing, en définition de mission, en cohérence entre les missions, le poste et le salaire, il y a des choses à travailler en amont. Le deuxième type de besoin, ça va être toutes ces boîtes, j'ai des projets qui sont dans les tuyaux, et il faut que je fasse du sourcing proactif. Et le troisième type de besoin, ça va être sur les métiers pénuriques, où là, on sait qu'il y a de la tension, et ça nécessite effectivement du sourcing, de la rencontre quotidienne pour pouvoir faire le bon matching au bon moment, quoi. Ok, cool. Merci Yann. On a une autre question qui est arrivée de la part de Julien qui dit comment est-ce que tu fais pour t'assurer de la qualité commerciale d'un candidat? Je pense que c'est une question sur peut-être les profils un peu sales. Ouais. Bah, quand on a un poste ouvert à recruter, bon, je rappelle les 4-5 questions là, que j'ai évoquées tout à l'heure. Pourquoi je recrute, quel profil, où je peux les trouver et comment j'évalue. Et là, la question de Julien, elle est plutôt sur comment j'évalue. Pour bien évaluer, il faut caler un process. Moi, je vois trop souvent des recrutements qui se font à 18h30 après une journée de travail parce qu'on a tellement un planning chargé qu'on fixe un entretien à ce moment-là. Entre deux portes, deux réunions, on lit 3 CV, on dit tiens, voilà. Non, c'est-à-dire que je sais ce que je veux, je sais ce dont j'ai besoin et je sais quelles sont les compétences, les expériences, les connaissances et les aptitudes que je recherche chez le candidat. Et à partir de là, je vais définir, pour moi, hein, c'est-à-dire il faut que je sois en mesure de définir mes critères obligatoires. Alors, il y a des métiers où il faut une certification, il faut une compétence spécifique. Donc ça, c'est un premier élément de filtrage. Après, je vais définir, après mes obligatoires, je vais définir mes critères prioritaires et secondaires. Et là, c'est dans le process après de recrutement qu'on va définir soit des questions types, soit des mises en situation, soit des tests qui vont aller me permettre d'aller d'aller challenger le candidat sur ces aspects-là. Pour la dimension commerciale, quelle est sa capacité à gérer une situation qui est inconfortable. Alors, dans l'entretien, ce n'est pas de mettre en difficulté le candidat avec des questions à la con ou machin, mais c'est plutôt de de le questionner sur des situations passées, concrètes, où il a été mis en difficulté, où il a fallu qu'il réponde. Sa capacité à être dans l'écoute active.
aussi en entretien. Un bon commercial, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui close, tu vois. C'est quelqu'un qui va apporter la meilleure réponse à son prospect. Et donc, il va falloir qu'il soit dans l'écoute active, sa capacité à relancer, à reformuler, à comprendre les attentes de son interlocuteur. Et quoi de mieux qu'un entretien de recrutement pour évaluer ces compétences-là. Voilà, donc c'est vraiment de définir la stratégie et les modalités d'évaluation sur les compétences qui nous paraissent primordiales et qui permettent d'aller challenger le candidat sur les qualités, qu'elles soient commerciales ou autres. Et puis, merci d'ailleurs à Julien pour cette question, parce que on le sait, hein, dans le contexte en plus de start-up, on a souvent des sujets de croissance qui arrivent très vite. Enfin, en tout cas, on l'espère. Et qui dit croissance, dit aller vendre aussi. Et ces profils commerciaux, effectivement, sont des profils qui arrivent assez rapidement dans la boîte et qui est assez difficile, en fait, qui sont assez difficiles à capter parce que profil rare, profil avec des compétences qui sont effectivement parfois difficiles à évaluer quand on ne sait pas faire. Donc, hyper intéressant cette question. Alors, juste pour rebondir là-dessus, Clément, sur ce profil commercial, c'est assez intéressant parce que tu parlais, les compétences sont rares. J'aurais tendance à dire que ce métier-là, alors je ne minimise pas les parcours extraordinaires de certains sales, commerciaux, etc. Mais sur ces profils-là, notamment dans des phases d'accélération, ce qui est primordial, c'est les appétences et la personnalité. Tu vois, c'est cette capacité à gérer l'échec. Si tu n'es pas en mesure, toi, d'avoir le mindset qui te permet de remonter sur le ring après un non, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que dans ton entretien, il va falloir essayer de poser des questions ou le faire parler de situations où il a été en mesure de gérer ça. Et dès lors que tu enlèves l'expérience, compétence et que tu te concentres sur les aptitudes et les appétences, en structurant bien les questions, là, tu vois que ton vivier il est vachement plus large que ce que tu pressentais initialement. Ouais, complètement. Alors il nous reste quelques minutes du coup ensemble, donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions, c'est maintenant ou jamais. Comme ça on pourra les traiter directement là en live. Sinon, alors moi je vais profiter du coup pendant la parole pour te poser surtout une des questions aussi que j'avais vraiment envie de te poser, Yann, c'est le post-recrutement. Maintenant, pour toujours prendre l'analogie avec l'aspect business, faire de l'acquisition, on sait que voilà, ça fait important, ça fait partie du business et c'est important. Mais il y a surtout l'aspect rétention où on sait que s'il y a un panier percé et il y a toute l'acquisition qu'on fait au début, elle sert à rien. Je pense que finalement, on peut faire cette même analogie avec le recrutement. Si on recrute une personne, le temps qu'on a passé, l'énergie, le budget, etc., et qu'au final, cette personne, on décide de se séparer de cette personne à un moment donné ou à un moment peut-être trop rapide, c'est difficile. Et je voulais savoir, toi, quels sont peut-être par rapport à ce que tu as vu, à ton expérience, évidemment, les éléments pour fidéliser un collaborateur. Alors, permets-moi déjà de sourire à ta question. Parce qu'en fait, on est dans un moment un peu dichotomique. C'est-à-dire qu'effectivement, la question de la fidélisation est un enjeu. Mais de l'autre côté, on est une génération, nous, parce qu'on est à peu près de la même génération, où on sait qu'on ne fera pas toute notre carrière dans une même boîte. Et en plus, on a développé nos propres business, tu vois. Donc c'est-à-dire que le rapport à l'entreprise et le rapport au travail, il a déjà changé. On est en plus dans un moment où la question du CDI, la durée de vie d'un CDI, c'est 3 ans en moyenne, 3 à 4 ans en moyenne. Tu vois. Donc, on sait que la question de la fidélisation, voilà. On sait aussi qu'on est dans un moment où les frontières entre les différents statuts, c'est beaucoup plus perméable entre le freelancing, le travailleur indépendant, le salariat, le CDI, le CDD, l'intérim, etc. Là, on est dans un moment où il y a beaucoup plus d'agilité. Et de l'autre côté, on dit comment je vais fidéliser mes collaborateurs et comment on donne aussi une injonction aux entreprises là-dessus. En tout cas, c'est au-delà d'une injonction, c'est de faire progresser ça. Moi, je crois que sur la question de la fidélisation, il faut distinguer 3 temps. Le court terme, le moyen terme, le long terme. Sur le court terme, il est clair que si tu n'as pas un process ou une organisation, sans parler de process, une organisation qui permet de bien intégrer tes collaborateurs et qu'au bout de 3 mois, 4 mois, ils se barrent,
c'est qu'il y a des choses à travailler, soit là-dessus, soit c'est que tu n'es pas bon, tu as fait des mauvais recrutements. Donc, sur ton court terme, il y a effectivement une méthodologie propre, c'est comment j'intègre le collaborateur, comment je lui donne les clés, comment je structure aussi la période d'essai. Moi, je suis un fervent militant de la période d'essai comme partie intégrante du recrutement. Tu vois, comment je rends lisible ça à mon collaborateur pour que tout se passe bien et qu'il soit focus sur le métier. Ça, c'est sur le court terme. Sur le moyen terme, il faut créer les conditions à ce que la personne progresse dans son poste. Parce que le tissu économique nous oblige à progresser. Et ça, c'est dans ta stratégie d'accompagnement, de coaching, de mentorat, de formation. Et il faut, sur le moyen terme, que la personne progresse. Et ça, c'est sur tous les métiers. Du manutentionnaire au DG. Hein. Et j'ai une estime et un respect total sur les métiers de premier niveau de qualif qui vivent des grandes révolutions. Hein. Quand on est manutentionnaire, on ne fait plus du tout le même métier qu'il y a 5 ans. Et donc ça, c'est sur le moyen terme, comment je fais progresser mon collaborateur, comment je le stimule, comment je le nourris. Et sur le long terme, effectivement, c'est comment je lui permets d'évoluer. Il faut qu'il évolue parce qu'on a tous cette envie de se challenger, d'avoir plus de responsabilités, d'avoir de nouveaux projets, etc. Et ça, il faut effectivement, sur le long terme, pouvoir le structurer. Bon, pour le dire avec mes mots, moi, je crois que en tout cas, d'un point de vue personnel, là où je me suis senti le mieux dans l'entreprise, c'est quand il y a une entreprise où je partage les valeurs et je suis aligné sur les valeurs, le sens et l'ambition. Là où j'ai un système de management, une organisation qui me permet de progresser, qui me challenge, qui me pousse un petit peu. Et le troisième, c'est le plaisir que j'ai au travail dans cette équipe et dans cette boîte, tu vois. Et si tu te lèves le matin avec le plaisir, voilà. Je pense que ça, c'est les 3 leviers les 3 meilleurs leviers de la fidélisation, quoi. Très bien. En tout cas, c'était très clair. Je pense qu'on peut prendre peut-être les 2 dernières questions. Comme ça, on va conclure, je pense, avec ça. Ouais. Il y a Julien qui rebondissait sur le sujet des sales. Tu y avais répondu au tout début du live, mais je pense que Julien n'était pas là. Mais peut-être de manière très concise, Yann, où est-ce qu'on peut sourcer les profils sales? Est-ce qu'il y a une particularité sur ces profils par rapport à d'autres? On les trouvait en fait. Non, il n'y a pas de particularité. Il faut bien définir sa stratégie d'approche, quoi. Enfin, de sourcing et d'approche. Voilà, alors, et puis les sales, ça dépend vraiment de plein de facteurs. Tu vois, tu peux être un sales dans le secteur du nettoyage, du BTP, de l'IT, en start-up. Ouais, et ça veut dire que. Alors, c'est compliqué de répondre de manière précise à cette question sans avoir d'autres éléments, tu vois, sur la stratégie de sourcing. Si tu pouvais juste peut-être rappeler ce que tu disais au tout début sur le réseau, parce que je pense que Julien n'était peut-être pas là au début du live. Juste faire une petite phrase sur ce que tu nous avais dit déjà au début. Comment on peut entrer en connexion avec des candidats? C'est effectivement faire savoir qu'on recrute, donc les annonces, les job boards, la communication externe. 2, c'est le réseau pro, le réseau perso. Faire savoir qu'on cherche ce type de profil. Est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un? 3, c'est effectivement s'appuyer sur des professionnels du recrutement. Là, c'est encore, je prêche pour ma paroisse. Et 4, s'appuyer aussi sur les partenaires emploi qui sont aussi de très bons relais. Les Pôle emploi, la PEC, retravailler, les écoles. Pas hésiter sur des profils sales, junior, qui ont envie de progresser. Il y a plein d'écoles de commerce. Moi, j'en ai fait une qui est vraiment qui est très bien, et je salue toute l'équipe de Campus Réunion Tétra. Voilà, les solliciter en disant tiens, j'ai ce poste-là. Est-ce que dans vos alumni, anciens étudiants, vous avez ce type de profil? Est-ce qu'on peut organiser un café chez vous ou une petite soirée pour que je présente l'entreprise et te connecter, quoi.
Être un peu créatif et faire jouer son réseau. En tout cas, c'est ce que je Ouais. retiens là de ce que tu dis. Et on prendra une dernière question, c'est celle de Mathilde. En fait, c'est une question 2 en 1. Donc, elle dit, quand on se lance avec toutes les incertitudes qui vont avec, on a tendance à aller sur des prestations en freelance plutôt que du recrutement en interne, CDI, CDD ou même alternant. Quel est ta reco pour un statut plutôt qu'un autre? Je pense qu'il y a 2 questions là-dedans. C'est est-ce qu'il quid de faire appel à un freelance vs recrutement interne, donc peut-être aussi à quel moment il faut recruter. Et la deuxième partie de la question, c'est CDI, CDD alternant. J'en profite aussi pour abonder un peu cette deuxième partie. C'est vrai qu'à La Réunion, moi, il y a quelque chose qui m'avait un peu interpellé quand je suis arrivé, c'est qu'il y a une grosse culture typiquement du CDD à La Réunion sur différents types de profils. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces différents types de contrats? Ouais, c'est une question qui nécessiterait une demi-heure de plus, mais je vais essayer d'être concis. Alors déjà, préciser que sur les aspects contractuels, juridiques, je suis pas le... Ouais, il y a des conseils qui sont bien plus avisés que les miens et il ne faut pas hésiter à les solliciter. Après, sur la stratégie. Tout à l'heure, je disais, il faut savoir ce qu'on cherche et il y a une notion de budget. Alors, c'est ce que Mathilde évoque. Voilà, quand on se lance, il y a de l'incertitude, on va aller chercher des choses, etc. Donc, il faut effectivement plutôt miser sur des statuts ou des profils qui ont cette agilité-là. Et parfois, alors sur le freelancing, on a un budget un peu réduit, on se dit comment je vais recruter, mais il me faut de la seniorité, de la compétence. Sur des profils de travailleurs indépendants et de freelance, on peut aller chercher cette compétence parce qu'ils peuvent faire le boulot dans un temps moins important qu'un profil plus junior ou qui lui faudra plus de temps. Donc, il faut être agile là-dessus et il faut être agile en fonction du stade qui est nôtre. Après, si mon projet, c'est d'avoir un CDI, et là, je rebondis sur ta question, Clément, c'est culture du CDD. On voit souvent le truc de je veux me sécuriser, donc on va partir sur une première phase de CDD. Alors, j'ai toujours été un peu sur les fesses par rapport à ça. C'est-à-dire que si tu as un CDI, tu recrutes un CDI, tu définis ton process de recrutement comme un CDI et tu as la période d'essai que tu co-construis et c'est intéressant pour le candidat et l'entreprise pour finir le process de recrutement. Mais va pas mettre un CDD là-dessus si ton besoin il est en CDI. Parce que si ça se passe mal, ça va être super compliqué parce qu'il va falloir attendre la fin du CDD. C'est très compliqué de dénouer un CDD. Et si ça se passe bien, tu vas effectivement te retrouver à devoir renégocier à la fin du CDD parce que tu voudras garder la personne et que la personne t'ouvre le risque, tu te dises attends, ouais, moi j'ai fait 6 mois en CDD, moi j'aime bien, je veux bien rester, mais à ce salaire-là, il faut peut-être faire un effort et là, tu es dans la merde. Pardon, parfois je suis un peu vulgaire. Et c'est un peu pareil sur le freelancing. C'est-à-dire que aller chercher un super talent en freelance pour nous accompagner alors qu'on sait qu'on aura besoin de la compétence, il faut être clair sur quelle est la mission que je lui donne. Parce que le freelance, pour après lui dire viens en CDI chez moi, ça t'intéresse, il va falloir user de beaucoup de persuasion, trouver de bons arguments et d'être dans une grande phase de séduction parce que les très bons freelances, ils aiment cette liberté, cette capacité d'avoir différents clients, etc. Donc, tu peux te retrouver à démarrer en freelancing parce qu'il te faut de l'agilité avec quelqu'un qui est très bon, mais tu sais que ton besoin, il est en CDI. Et là, tu arrives à un moment donné où tu es même frustré de te dire mais j'ai envie de l'avoir, mais il veut rester en freelance. Et voilà. Donc, faut prendre le temps de bien poser les choses, de savoir quel est le profil, le statut en fonction de mon budget, du besoin, etc. Et de définir le process là-dessus. J'étais assez clair, Clément, sur cette question à plusieurs tiroirs là. Claire, et tu as respecté Super Time. Bravo, merci Yann. En tout cas, merci beaucoup Yann pour d'avoir répondu à toutes ces questions. On a pas mal enchaîné et franchement, c'est cool et je me sens, moi, en tant qu'entrepreneur, hyper rassuré en tout cas de pouvoir, de savoir que voilà, il y a des experts comme toi en tout cas qui sont pas loin parce que voilà, sur notre petit territoire à La Réunion, ça fait du bien et c'est cool parce qu'on peut avancer sereinement et c'est hyper important comme tu dis, même si tu répètes
que tu prêches ta paroisse, mais je pense c'est important en tout cas de rester proche des personnes qui sont expertes sur le métier comme toi, vu qu'il y a tellement de choses à faire dans l'entrepreneuriat qu'à un moment donné, on peut pas non plus être bon dans tout. Ça, c'est clair. Juste peut-être savoir pour les personnes qui ont d'autres questions, qui veulent continuer peut-être à échanger avec toi sur des sujets peut-être plus précis, voilà, Ouais. toujours sur cet aspect recrutement bien sûr. Comment on peut faire pour te recruter? Alors déjà il y a LinkedIn aujourd'hui, donc Exactement. C'est mon seul canal. C'est mon seul canal. J'ai pas de site internet. Non, LinkedIn, c'est le meilleur moyen. ok, bon très bien. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous connecter avec Yann, à lui envoyer des messages pour continuer l'échange si nécessaire. En tout cas, il sera un plaisir à vous répondre comme il Un nous a fait grand le plaisir de plaisir. répondre aujourd'hui. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de faire ce premier live avec vous, les amis, et d'avoir vu en tout cas des messages de personnes que je reconnais. Ça fait super plaisir. Donc merci pour ce moment. Et je te laisse le mot de la fin, Clément. Ouais, un grand merci à Yann déjà d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté notre invitation sur ce premier format hors série. On rediffusera, enfin ce format sera accessible via le podcast des entrepreneurs d'outre-mer, puisque l'objectif c'est aussi de le rendre intemporel. Merci à ceux qui nous ont écoutés et puis ceux qui ont posé des questions, et merci à Franck qui était en coulisses et qui nous a bien réaiguillé sur toutes les questions et nous a donné beaucoup d'infos. Et puis du coup je laisse le message de la fin à Yann et puis on pourra s'arrêter là. Ok. Message de la fin, non, vraiment vous remercier, Julien, Clément, Franck. Je sais qu'il y a d'autres aussi qui sont dans le projet. Vous remercier pour ce que vous faites, parce que cet engagement de valoriser l'entrepreneuriat à La Réunion, les talents qu'on a à La Réunion, l'énergie qu'on a à la Réunion, c'est fondamental. Et moi, je suis très heureux d'apporter ma petite contribution à cette dynamique-là. Donc, continuez. Et moi, je vous suis en tout cas sur Maker, sur les entrepreneurs des Outre-mer avec un immense plaisir et toujours en notant la prochaine actualité qui arrive dans mon agenda. Donc, merci à vous. C'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.